Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Je reconnais certaines têtes. Alors, ce soir, nous lançons la deuxième saison des entretiens de Pessac. Vous avez pu participer à plusieurs des conférences l'an dernier. Et nous débutons cette saison sur le thème de la rentrée scolaire. Et on a la chance d'accueillir François Dubé. Vous le connaissez, sociologue bordelais, spécialiste de l'éducation, professeur à l'université de Bordeaux et aujourd'hui directeur d'études à l'école des hautes études des sciences humaines et sociales, qui nous fait le plaisir de venir à l'occasion de la sortie de son livre cette année, Le ghetto scolaire, coécrit avec Nadjat Vallaud-Belkacem. Et on repart cette année avec Jean Petot, qui anime encore une fois ces soirées. Merci beaucoup, Jean, qui prend la casquette, Jean Petot, que vous connaissez comme politologue, mais qui prend la casquette là, du journaliste et de l'intervieweur de notre conférencier. Donc, un grand merci, Monsieur Dubé, d'avoir accepté cette invitation. Et je vous laisse la parole et je vous laisse le présenter plus en détail, Jean. Merci beaucoup. Voilà, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, mon cher François. Bonsoir ou bonjour, François Dubé. Quelques mots de présentation. François a dit déjà l'essentiel. Donc, professeur émérite de sociologie, donc à l'université de Bordeaux, toujours directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, de nombreux champs de recherche, j'ai compté dans votre bibliographie, mais elle est certainement partielle, plus de 30 ouvrages publiés seuls ou en coédition, et je ne parle pas des très nombreux articles scientifiques, comme on dit, publiés dans les revues à comité de lecture, c'est la formule consacrée. Les premiers livres sont avec Alain Touraine, je le dis parce que sa sociologie de l'intervention vous a, je crois, particulièrement inspiré. Et puis vous avez conduit votre regard de sociologue aussi bien sur les luttes, y compris les luttes étudiantes, les marginalités, ce qu'on appelle les quartiers, bien sûr la banlieue, les rapports aux institutions, et puis bien évidemment, c'est peut-être la plus connue de vos recherches, l'école et le système scolaire. J'ajoute qu'en excellent sociologue, vous avez aussi réfléchi sur vous-même et sur votre métier de sociologue, pour reprendre un titre célèbre. Je cite ici « À quoi sert vraiment un sociologue ?» toute une question, tout un programme dans le titre chez Armand Collin en 2011. Et puis un livre d'entretien tout à fait intéressant avec l'excellent journaliste de Sud-Ouest Julien Rousset, publié aux éditions Le Bordelot, Une vie de sociologue. Alors, vous n'avez pas été simplement observateur et chercheur, vous avez été aussi un acteur. Vous connaissez bien la formidable usine qu'est l'éducation nationale. J'ai pas dit usine à gaz, mais usine. Et cela aussi vous permet d'en parler, j'allais dire, de l'intérieur. Et puis, bon, vous faites pas mystère de vos engagements politiques, que l'on qualifiera simplement de gauche, avec toute l'imprécision et la diversité qui s'attache à ce terme. Vous affinerez si vous le souhaitez. Nous allons échanger sur un ouvrage coécrit avec une ancienne ministre de l'Éducation nationale, Françoise Stark l'a dit, elle a été en poste d'août 2014, elle a succédé à Benoît Hamon, qui a été un éphémère ministre, 4 mois, voilà. Et elle y est restée jusqu'à mai 2017, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du président Macron. Maintenant, elle est présidente, je le dis, du groupe socialiste au Conseil régional d'Auvergne et Rhône-Alpes. Donc, depuis 2022, elle est aussi présidente de France Terre d'Asile. Si vous avez écouté France Inter, le journal de 13h aujourd'hui, elle était d'ailleurs invitée. Votre livre, votre ouvrage s'intitule Le ghetto scolaire et est sous-titré Pour en finir avec le séparatisme. Donc il est publié au Seuil, dans la remarquable collection La République des idées de Rosan Vallon et de Yvan Jablonka. Page 8, vous plantez le décor, je vais vous lire. Cette absence de mixité sociale et scolaire est un puissant facteur de production d'inégalités. L'école de la République, censée combattre ces dernières, n'est pas seulement devenue celle qui s'en accommode, mais celle du tri silencieux et bien réel
entre les élèves. Fin de citation. Alors, avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce que vous appelez le ghetto scolaire, je pense qu'il faut remonter un petit peu dans l'histoire et dans le temps, dans l'histoire de l'école. Alors, je rassure le public, on va pas évoquer la loi sur les mairies-écoles de Guizot en 1833, ni les grandes lois Ferry de 1881 et 82. On va s'arrêter en remontant aux années 60-70. Quelle était alors la représentation de l'école dans notre société et quelle représentation on a, quel résultat on a de cette représentation aujourd'hui? Je crois que ce qui nous caractérise en France, c'est une formidable nostalgie scolaire. Voilà. Tout le monde verse des torrents de larmes devant l'école de Jules Ferry, l'école de filles, l'école des garçons, les hussards de la République, etc. Et ça a été une école formidable, effectivement. Et surtout, ça a été une école, on peut le dire de manière un peu caricaturale, mais qui a fait la nation. Le rôle de cette école, c'était de faire la nation. C'était de fabriquer des Français, pour dire les choses de manière très très simple. C'est-à-dire que, je donne un exemple, Victor Duruy, qui était le ministre de l'Éducation de Napoléon III, fait faire une enquête dans l'Académie de Toulouse en 1865-66, par là, et on constate que 70% des habitants de l'Académie de Toulouse ne tiennent pas une conversation en français. Parle patois, parle occitan, et c'est pas très différent dans l'Académie de Bordeaux, à part à Cauderan. Voilà. Bon. En Bretagne, on parle breton, auvergnat en Auvergne, etc. Et l'école française, ça a été l'école qui a fabriqué des citoyens exactement de la même manière que l'Église fabriquait des croyants. Voilà. C'est pour ça qu'on a souvent une nostalgie de type un peu religieuse de l'école. Au fond, on va avoir des méthodes très robustes, très répétitives, etc. On sépare les garçons et les filles comme à la messe. On va y revenir sur la mixité garçon-fille. Voilà, on sépare les garçons et les filles. Mais cette école, elle fait que, grosso modo, en 1914, tout le monde se sent français et républicain dans une large mesure. Donc, elle a réussi très fortement de ce point de vue-là. En revanche, l'autre image qu'il faut avoir de l'école, que moi j'ai connue aussi, ce qui prouve que je ne suis pas complètement jeune, c'est que c'est une école de classe, au sens classe sociale, c'est-à-dire les enfants du peuple vont à l'école du peuple, la plupart d'entre eux arrêtent au certificat d'études et la moitié ne l'obtiennent pas au maximum du certificat d'études. En 1950, c'est le taux maximum de réussite au certificat d'études, c'est 1 sur 2. Bon, ça faut se rappeler, donc tout le monde vous dit, tout le monde grimpé, bon, pas tant que ça. Les enfants de la bourgeoisie, ils vont soit au petit lycée, soit dans l'école privée, et très précocement. Le petit lycée, il faut rappeler ce que c'est. Alors le petit lycée, c'était l'école primaire du lycée, où on faisait déjà du latin pour faire des études, etc. etc. Et ça dure, grosso modo, jusqu'aux lois Berthoin, enfin, ça vous dit rien. 1959. 58. 58, pardon. 58, où on va assouplir l'examen d'entrée en 6e, etc. Mais grosso modo, quand je dis c'est une école de classe, c'est une école qui sépare le peuple des autres, mais c'est une école qui va permettre aux meilleurs des enfants du peuple, évidemment, et tout le mythe vient de là, aux très très bons élèves, repérés par l'instituteur. Les Camus, quoi. C'est Albert Camus, évidemment. Repérés par l'instituteur, d'aller au lycée, de devenir instituteur dans 80% des cas, d'ailleurs. Et puis, s'il est exceptionnellement doué, il aura le prix Nobel. Et évidemment, on se raconte cette histoire en se disant que ça marchait pour tout le monde. Non, ça marchait très peu. Moi, quand je suis rentré en 6e, c'était le quart de ma classe d'âge qui rentrait en 6e. Voilà, c'était le quart. Les autres, à dégager, si je peux. Il y a des choses comme ça. Donc, cette école était très valorisée parce qu'elle fabriquait des citoyens, elle émancipait, entre guillemets, mais on ne la critiquait pas parce que c'était une école injuste. Voilà.
Donc il faut bien avoir cette image en tête, et quand certains oiseaux de mauvais augure revenant à l'école républicaine, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein, quand on dit rétablissons l'examen d'entrée en 6e, bêtise achevée. Qu'est-ce qu'on va faire de gosses de 11 ans? Naguère, ils allaient dans les champs à l'usine, garder les vaches. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vaches à garder. Voilà. Donc, il faut bien avoir cette image en tête. Grande école, mais pas du tout l'école qu'on imagine, l'ascenseur social, tout le monde le prend, etc. À partir des années 60, on va changer de modèle. Alors depuis, ça a pris une accélération formidable. C'est qu'on va dire, tout le monde a le droit d'entrer en école. Tout le monde va rentrer progressivement en 6e. En 58, c'est 25% d'une classe d'âge. 15 ans après, c'est quasiment 100%. Mais parce que la loi Berthoin, effectivement, de 58, c'est aussi la loi qui, si je me souviens bien, fait passer l'obligation scolaire de 14 à 16 ans. De 14 à 16 ans, voilà. Mais en 1965, la moitié des gamins de 16 ans travaillent. En 65, sont déjà plus à l'école. Bon. 75, quand il y a les lois sur la création du collège unique, on va y revenir aussi, là on a changé de modèle, et le modèle qu'on va avoir, c'est de confier à l'école ce que j'appellerais le tri des individus. Au fond, avant, c'est ma naissance qui va déterminer directement mon parcours, selon que je suis fils de paysan, fils d'ouvrier, fille, etc. À partir des années 70, c'est mon parcours scolaire qui va définir ma position sociale. Bon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les parents sont devenus, j'y reviendrai, des coachs scolaires, obsédés par la réussite de leurs gamins, parce que, et j'écoutais un exposé sur les plaintes contre Parcoursup, c'est des plaintes que posent les parents. C'est les parents qui portent plainte, qui disent, on s'est occupé de la scolarité de notre gamin, il n'est pas pris dans ce master, c'est une honte, ou en médecine, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans le monde de Mauriac, c'est ma naissance qui détermine mon parcours. Mes parents ont des livres, je vais réussir à l'école. Aujourd'hui, c'est mon parcours scolaire qui fixe mon statut social. Ça, c'est un changement considérable. Parce qu'on va attendre de l'école l'égalité des chances. On va dire, l'école juste devrait être comme une sorte de compétition sportive parfaitement équitable. On efface l'impact du sexe, des origines sociales, etc., que le meilleur gagne, et on devrait, au fond, redistribuer les individus de manière aléatoire. Or, il s'avère à la fin. qu'il y a des dopés. Voilà, on devrait avoir, il y a 25% d'ouvriers, il devrait y en avoir 25% normal sup. D'accord. Voilà. Et on oublie qu'il y a 25% de bourgeois, et on devrait avoir 25 bourgeois dans les lycées professionnels. Là, c'est même pas imaginable. Bon. Donc, en tout cas, ce modèle se met en place, et évidemment, ce modèle a explosé complètement. Taux de bachelier en 1950, 5% d'une classe d'âge. Quand je passe le bac en 65, c'est 15% d'une classe d'âge, avec 60% de reçus chaque fois. Bon, aujourd'hui, c'est 80% d'une classe d'âge reçue à 90%. Donc, évidemment, la question, c'est pas est-ce que j'ai le bac, c'est lequel. Quelle mention, quel machin, quelle spécialité, etc., etc., etc. Taux d'étudiants multiplié par 8 depuis 68. Multiplié par 8 et multiplié par 2 depuis 2000. En 20 ans, on a multiplié le taux d'étudiants par 2. Donc, on a complètement changé l'école au nom de l'égalité des chances. L'idéal de justice, c'est l'égalité des chances. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous écoutez des plaintes sociales sur les injustices sociales, on ne parle pas tellement d'exploitation, comme dans l'ancien monde, mais on parle de discrimination, du fait que je n'ai pas eu les mêmes chances que les autres, parce que je suis une fille, parce que je suis d'origine immigrée, parce que ci, parce que là, de réussir le match, etc. Ça, c'est un modèle dans lequel on est engagé jusqu'aux oreilles. Et évidemment, là je parle un peu comme un sociologue, pardonnez-moi, mais il faut voir ce que ça signifie historiquement jusqu'aux années 60-70, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. La reproduction sociale passe peu par l'école.
Aujourd'hui, l'école a le monopole du tri et le monopole de la définition du mérite. Quand même pose, de mon point de vue, un gros problème. C'est qu'il y a un tas de mérites très utiles à la vie sociale que l'école ne reconnaît pas et qui sont invalidés. D'ailleurs, si on a un moment, je vous en donnerai les effets politiques. On va y venir aussi parce que dans la mixité garçon-fille, on va voir que, par exemple, la société reconnaît peu des mérites qui sont... mais ça sera pour un peu plus tard. Alors, il faut bien voir que ce phénomène fait que... Cette histoire fait que, grosso modo, c'est un triomphe de l'égalité. Parce que aujourd'hui, un enfant d'ouvrier qui a le bac, bon, franchement, c'est pas un exploit. C'est pas un phénomène. Les filles sont les grands vainqueurs de la massification scolaire. Les filles sont bien meilleures à l'école que les garçons. Et la frustration des femmes, d'ailleurs, c'est que, étant meilleures à l'école que les garçons, ça se convertit pas dans la vie professionnelle. Donc les femmes sont aujourd'hui bien plus égales que ne l'était leur mère, mais elles sont nettement plus en colère que l'était leur mère, parce que elles ont réussi à l'école et que c'est pas sanctionné, etc. Donc, on se heurte, mais en France et partout, mais en France plus qu'ailleurs, parce que maintenant on a des très très bonnes enquêtes internationales. La France est le pays qui probablement affirme le plus de manière rituelle, de mon point de vue pénible, parce que c'est une sorte de langue de bois qui n'en finit pas, l'égalité des chances, l'école républicaine, peut-être... Bon, on n'arrête pas, mais les statistiques sont très contre nous. On est le pays qui a les plus grandes inégalités scolaires. Notre école est plus inégalitaire en termes de performance que les autres, et on est le pays dans lequel l'origine sociale détermine le plus fortement le parcours scolaire. Donc ça, c'est une énigme d'une certaine façon. Les écoles sont toutes les mêmes, on y croit, les profs sont les mêmes partout, les programmes sont les mêmes partout. Enfin, je veux dire, on est républicain jusqu'aux oreilles, mais le résultat est quand même que nos inégalités scolaires sont plus grandes que ne le supposeraient nos inégalités sociales. Autrement dit, l'école en rajoute une couche. Je vais donner un exemple. Pardonnez-moi, mais je vais donner un exemple très simple. Le Canada est plus inégalitaire socialement que la France, moins inégalitaire scolairement. L'Angleterre, c'est quand même un pays de dingue. Enfin, ils sont fous. Bon, ils sont anglais. Mais même les Anglais, qui sont beaucoup plus inégalitaires socialement que les Français, sont moins inégalitaires scolairement que ne le sont les Français. Au fond, le recrutement des élites n'a pas bougé, quasiment pas. Et le recrutement des vaincus de la compétition n'a pas bougé. D'où l'extraordinaire déception, frustration, amertume, souffrance des enseignants, qui quand même y croient, parce qu'ils sont obligés d'y croire. Enfin, je veux dire, c'est comme un médecin. Si un médecin ne croit pas qu'il peut guérir, il vaut mieux qu'il change de job. Voilà. L'enseignant, s'il ne croit pas qu'il peut créer de l'égalité, mais ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas. Et donc, notre petit bouquin avec Najat essaie de prendre un biais pour essayer d'expliquer ça. Voilà. Alors, on va justement, dans le livre, il y a toute une dimension, on pourrait presque dire que c'est, comme on parle de journalisme de solution, on pourrait presque dire que c'est un essai à solution. En tous les cas, il va falloir que vous nous expliquiez, puisque Najat Vallaud-Belkacem n'est pas là, à partir de quoi le livre a été conçu, et en particulier dans ces expérimentations, ces expériences qu'elle a lancées entre 2015 et 2017, et parce que ces expérimentations sur les territoires, comme on dit, sur les terrains, il y en a plus d'une cinquantaine en France, ont mobilisé tous les acteurs qui sont autour de la table, en quelque sorte, du système scolaire. On va revenir là-dessus, mais je reste sur votre introduction et sur la question de la mixité scolaire, parce que vous venez bien de nous expliquer que en France, cette question de la mixité scolaire ne fonctionne absolument pas, et d'une certaine façon, elle permet de lire aussi l'état de notre société.
Alors, là encore, je vous lis, François. C'est dans l'introduction, page 17. C'est ainsi qu'une question qui ne se posait guère, celle de la mixité sociale et scolaire des établissements, devient un problème majeur, dites-vous. Quand les établissements scolaires séparent radicalement les élèves les plus favorisés des élèves les plus défavorisés, quand ils scolarisent à part les très bons et les moins bons, les meilleurs sont encore les meilleurs, et surtout les moins bons sont encore les moins bons. Et j'ajouterai, de temps en temps, quand il y a des émeutes, ils foutent le feu au collège. Voilà, parce que c'est toujours les collèges maintenant qui brûlent dans les quartiers. On viendra dans les territoires. Oui. Alors, il faut expliquer les inégalités sociales entre les établissements. Bon, il y a deux grands mécanismes que tout élu connaît. C'est qu'il y a des inégalités spatiales et que la carte scolaire, qui n'a jamais été faite, contrairement à la légende, pour créer de la mixité, la carte scolaire, c'était un problème d'anticipation statistique des effectifs scolaires et d'organisation des transports scolaires. Bon, une gestion quantitative, quoi. Oui, mais qui est la même partout, c'est une affaire de bon sens. Quand vous créez un collège, vous voyez dans quel secteur, ou une école élémentaire, ça recrute. Et comme les quartiers sont socialement très inégaux, évidemment, quand vous êtes côté parc bordelais ou côté grand parc, c'est pas les mêmes. Bon, pour dire les choses, je prends pas un exemple Pessaquet pour pas me faire insulter en son temps. Mais bon voilà, donc vous avez un effet spatial et ça on le mesure très très bien parce que le ministère de l'Éducation nationale a de grandes vertus de connaissance du système. Il y a une direction qu'on appelle la DEP, direction des études de la prospective, où il y a des statistiques formidables et depuis quelques années on a un indicateur qu'on appelle l'IPS, l'indicateur de position sociale, où je peux vous dire, ce collège de Pessac, il a un indice de 110. La moyenne étant de 100. Celui-là a un indice de 70, celui-là a un indice de 140. L'indice, c'est la profession des parents, leur niveau d'études, leurs revenus. Vous faites un indice et vous pouvez très bien dire, bon, ça c'est la carte scolaire, c'est les inégalités sociales brutes qui jouent sur le recrutement scolaire. Ce qu'on observe cependant, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que, en général, alors je dis en général, les établissements scolaires sont plus inégaux que leur zone de recrutement. C'est-à-dire que le collège du quartier pauvre est plus pauvre que le quartier. Okay ? Et le collège du quartier riche est plus riche que le quartier. Pourquoi ? Parce qu'à ce mécanisme spatial, qu'il est très difficile de combattre, je le signale, s'ajoute le mécanisme du choix des parents. Et les parents du quartier défavorisé vont tout faire pour fuir le collège jugé difficile, populaire, et évidemment quand ils fuient, le collège devient plus populaire, plus difficile. Mais c'est tellement dans les mœurs que, par exemple, on ne s'étonne plus que dans certains collèges, plus aucun enseignant n'y met ses gosses. Bon, c'est pas des salauds, hein. C'est qu'il va de soi que. Et évidemment, le collège, le lycée qui est à côté du parc bordelais, il a un recrutement plus bourgeois que le quartier, qui est déjà pas mal, si je peux me permettre, parce que les riches, entre guillemets, quand je dis riches, c'est des métaphores, hein, les riches vont se débrouiller pour y aller, ce qui fait, et l'établissement va faire son tri, son choix, ne garder que les bons, qui sont aussi les plus riches. Enfin, donc vous avez l'espace qui joue son rôle, plus le choix des parents. Le choix des parents est très difficile à combattre, parce qu'il se joue dans le privé. Évidemment, avec le privé, aujourd'hui, c'est une question sur laquelle on ne pourra pas éternellement regarder ailleurs. Parce que la caractéristique de l'école privée en France, c'est qu'elle est financée par le public, tout en étant libre, comme en Angleterre, où elle est financée par elle-même. En Espagne, elle est financée par le public, mais ils sont obligés
de se plier à des contraintes. Donc en France, c'est tout bénef. Vous êtes financé par le public et libre comme sur le marché. Donc oui. Excusez-moi, on a les statistiques de l'IPS. Alors je voudrais vous rassurer, je ne suis pas du tout anti-école privée, mais les statistiques de l'IPS sont terrifiantes. L'école privée a gagné 5 points d'IPS sur les 5 dernières années. Donc, elle fait son marché. Si on est catho, ça peut heurter sa conscience, mais le résultat, il est celui-là. Mais ça n'est pas qu'une affaire privée-publique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les ministères, vous avez une sorte de lutte de classe entre ceux qui ont fait Henri IV et ceux qui ont fait Stanislas. C'est-à-dire la bourgeoisie catho qui a du fric et la bourgeoisie d'État qui a des diplômes. Enfin, c'est à peu près ça. C'est arbitré par ceux qui ont fait Ginette. Voilà, je veux dire, le reste du peuple regarde le match en disant que ça ne le concerne pas. Voilà, si je peux me permettre. Donc, vous avez ce phénomène, et ces phénomènes se sont considérablement accentués. C'est ça qui est très troublant, c'est que nous avons des politiques de soutien aux établissements difficiles, des politiques sociales qui sont, c'est pas du baratin, je veux dire, il y a des moyens, il y a du fric, il y a des dispositifs, mais il n'empêche que la conjugaison de ces deux phénomènes joue un grand rôle. Alors, il faut bien ne pas trop dramatiser, parce que si vous représentez les inégalités selon une courbe gaussienne, ben vous avez des inégalités très fortes à un extrême, les plus riches, des inégalités très fortes à l'autre extrême chez les plus pauvres, mais sur le collège de la petite ville de province qui est en concurrence avec lui-même parce qu'il n'y en a qu'un, bon ben, pour l'essentiel, ça reste à l'intérieur de la courbe gaussienne. Alors ça, c'est très important, et les établissements ont des stratégies, évidemment. Alors, c'est que c'est compliqué, parce que c'est des stratégies plus ou moins implicites, enfin on pourrait y revenir, mais tout le monde joue ce jeu, et je ne le condamne pas moralement, je voudrais bien me faire comprendre, parce que si vous êtes convaincu que le destin scolaire, social de vos enfants se joue, est fixé grosso modo par le niveau scolaire qu'ils ont à 16 ans, que vous soyez trotskiste ou Rassemblement national, personne ne fait de poésie. Tout le monde choisit le plus rentable. Voilà. Donc ça, c'est un des paradoxes de la massification, c'est que la massification, qui est un formidable progrès de l'égalité, plus de bacheliers, plus de diplômés, plus de supérieurs, etc., c'est en même temps un phénomène de diversification et de creusement des inégalités à l'intérieur du système. Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Quand j'ai passé le bac, il y avait 3 bacs. Maths LM, philo, sciences ex. Bon, il y en avait un qui était un peu plus prestigieux, les maths LM, etc., etc. Mais grosso modo, vous aviez le bac. Et moi, j'ai des copains qui ont un bac philo qui ont fait médecine. Bon, aujourd'hui, vous avez le bac, ça veut à peu près rien dire. Quelles options, quelles mentions. Et d'ailleurs, le nombre de mentions a explosé de manière... Dans toute ma scolarité, je n'avais jamais vu une mention très bien. Tous mes petits-enfants ont une mention très bien. Je peux vous dire que ce n'est pas des génies scolaires. Bon, simplement, les parents ont fait le coaching qu'il fallait pour avoir ce genre de truc. Donc, c'est un changement de nature extrêmement profond, alors qu'il pose 2 problèmes. Je m'arrête, je suis un peu long. Le premier, c'est que c'est un mécanisme qui accentue les inégalités scolaires en raison d'un processus qui est que connaîtrait tout entraîneur de sport. C'est que si vous mettez les bons ensemble, ils progressent. Si vous mettez les faibles ensemble, ils progressent moins. Les enseignants... Ils progressent moins ou ils régressent? Quelquefois, ils régressent. Pour une raison d'ailleurs qui est bien ils ont moins de ressources familiales, etc. Mais en même temps, les enseignants, c'est normal, s'adaptent au niveau des élèves. Bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait que si vous avez 12 dans ce lycée et 12 dans celui-là, ben, ce n'est pas le même 12. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, les profs surnotent à fond pour jamais pénaliser leurs élèves, ce qui fait que, voilà. Bon. On pourrait discuter de tous ces processus. Mais ça, c'est un processus qui fait que les inégalités scolaires accentuent la manière de regrouper les élèves, accentuent les inégalités sociales. Ça peut même produire
dans les établissements défavorisés des attitudes qui ont été beaucoup étudiées par les Américains, par les Anglais, par moi en France, des attitudes antiscolaires. C'est-à-dire que j'entre au collège en sachant d'emblée que c'est pas pour moi. D'où le collège qui va brûler un peu plus tard. D'où le collège qui brûlera un peu plus tard, ou d'où le bon élève qui se fait enquiquiner par ses copains, parce que s'il montre qu'on peut bien travailler, ça prouve que je suis nul, etc. etc. Donc, il y a des mécanismes qui sont des petits mécanismes qui jouent un grand rôle. La seconde chose, évidemment, qui est alors, à mon avis, encore plus dangereuse, c'est que ce séparatisme scolaire est un séparatisme social. C'est-à-dire que d'un côté, les gosses de riches ne verront jamais autre chose que des gosses de riches, avec cette espèce d'ailleurs de bonne foi étonnante. C'est aussi d'un nouveau ministre. Alors je regarde la fiche Wikipédia, le parcours des nouveaux ministres. Écoutez, ceux qui n'ont pas fait une école privée dans le 16e arrondissement sont quand même assez rares. Oh, c'est pas tout à fait. Pardon. Oui, d'accord. Bon. Non, parce qu'il y a aussi des provinciaux quand même. Hein, oui, plutôt plus que d'habitude d'ailleurs cette fois-ci. Oui, mais enfin bon, alors ils ont pour d'autres raisons. D'accord, mais enfin ils ont fait des bons lycées, des bonnes écoles, etc. Voilà, bon. Mais je veux dire, ça fait que les élites, je dis ça par pure vacherie, mais ce qui fait que les élites sont dans un entre-soi qui explique par exemple la gaffe extraordinaire de Madame Ouéda Castéra, qui dit, enfin, bon, enfin, c'est Madame Verdurin, pour ceux qui ont lu Proust. Bon. Pardon, mais c'est pas du tout pour la défendre. Son prédécesseur, Papendiaï, avec son épouse, qui est la patronne du département de sociaux de Sciences Po, avec des études très particulières, qui mettent leurs 2 enfants à l'école alsacienne, ça vaut pas beaucoup mieux quand même. Hein. Oui, non mais je défends pas l'école alsacienne contre Stanislas. Je dis simplement, ce qui a été amusant, c'est que ce secret de Polichinelle, comme tous les secrets de Polichinelle, il ne faut pas les dire, et qu'elle a dit. Bon, quand même, la gaffe, on connaît tout ça dans le repas de famille. Ça ne se fait pas. Quand quelqu'un dit ce que tout le monde sait, mais qu'il ne faut pas dire. C'est Festen. Oui. Voilà, c'est Festen, exactement. Donc, vous avez ça d'un côté, et de l'autre côté, vous avez évidemment toute une jeunesse qui se vit d'emblée comme étant, c'est pas pour nous, on est exclus, on est marginaux, on est en colère, c'est pas notre école, c'est pas notre système, etc. Donc, les inégalités scolaires, c'est pas simplement, de mon point de vue, parce que c'est pas bien. Je suis pas idiot. Je ne crois pas une seconde qu'une école soit capable d'abolir l'impact des inégalités sociales. Mais je veux dire, la nôtre en rajoute. Mais la nôtre en rajoute, et avec des conséquences sociales et politiques. C'est-à-dire, d'un côté, des élites, pardonnez-moi, mais des élites qui sont dans une sorte d'entre-soi, etc. Et de l'autre côté, des exclus qui disent c'est pas mon monde, c'est pas mon école, c'est pas ma culture, etc. Alors justement, en rebondissant sur ce que venait de dire François et sur ce que nous montre le livre à travers un certain nombre d'expériences. Vous disiez les très bons, avec les très bons, ça fait monter le niveau. Et les plus mauvais ou les plus en difficulté, avec les plus en difficulté, ça reste, ça ne progresse pas. Il y a des expériences qui ont été poussées assez loin. En particulier, vous allez nous expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle la montée alternée, en rapprochant deux établissements. Quand on met des bons élèves avec des élèves en difficulté, est-ce que les bons, pardon de le dire comme ça, est-ce qu'ils tirent les plus faibles? Parce que ça, vous l'avez documenté, ça, vous le savez. Alors c'est des vieilles enquêtes, ça a été fait aux États-Unis. Mon ami Marie Durubella a fait ça en France, etc. La mixité sociale scolaire des élèves de niveaux différents, c'est un gain collectif. D'accord. Mais ça, c'est très difficile d'en convaincre les parents. Les bons élèves ne perdent pas à être avec des élèves plus faibles. Ils restent bons. Voilà. Ils perdent pas. Mais les parents, évidemment, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils disent je veux pas qu'ils perdent un poil. Et puis il y a la représentation de l'établissement dans lequel il est. Évidemment, les élèves faibles progressent
parce qu'ils sont plutôt tirés vers le haut. Alors, il n'y a pas de miracle. Vous n'allez pas transformer les plus faibles en très bons. Mais il y a un gain collectif. Le niveau moyen monte. Le niveau des meilleurs ne baisse pas. Et le niveau des plus faibles monte un peu. Bon. Il monte pas. C'est pas miraculeux. Il monte un peu. C'est pour ça que vous avez eu toujours un débat sur les classes de niveau. On y revient. Voilà. Alors les classes de niveau, on y revient, mais en même temps, Madame Belloubet était visiblement si peu enthousiaste que machin. Puis les profs ont beaucoup changé. Ils étaient très favorables aux classes de niveau il y a encore 5 ans. Ils sont beaucoup moins favorables aux classes de niveau aujourd'hui, mais ils étaient très favorables. On a tous connu la classe allemand, la classe latin. C'était pas pour faire de l'allemand ou du latin, il faut être sérieux. Bon, c'était pour être entre enfants blonds, pour dire les choses de manière nuancée. Bon. C'est sûr. Donc, non, mais je parle brutalement parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est brutal. Donc ça, c'est un acquis. On peut défendre la mixité en disant c'est un jeu gagnant-gagnant. Les plus faibles montent, les meilleurs ne baissent pas. Mais c'est surtout un niveau gagnant-gagnant en termes de climat scolaire. C'est-à-dire que vous avez un climat scolaire qui est bien meilleur dans les établissements où il y a de la mixité que dans les établissements qui sont ségrégés où se crée une culture antiscolaire. C'est-à-dire, c'est pas pour moi, les profs sont des vendus, etc., etc. Donc, on peut gagner. Alors, l'enjeu politique, évidemment, puisqu'on a la nostalgie de l'école républicaine, c'est que l'école républicaine, elle avait l'ambition, elle n'a jamais fait, mais de dire, pour la scolarité élémentaire, tous ensemble. Après que le meilleur gagne. Mais au moins, jusqu'au CM2, ou si vous voulez, au certificat d'études, tous ensemble. Le problème aujourd'hui, c'est que vous observez que les stratégies de distinction scolaire sont de plus en plus précoces. C'est-à-dire qu'on commence à voir des parents qui commencent à s'interroger sur la qualité de l'école maternelle. Et ils n'ont pas tort. Parce que si votre gamin rentre au CP en sachant lire, parce que l'institut de maternelle, elle a compris qu'elle était en réalité la propédeutique du CP, qu'on n'allait pas perdre son temps à faire des jeux, etc. Bon, ben ça devient, vous pouvez anticiper la carrière scolaire des gamins. Donc, c'est très, comment dirais-je, ce mécanisme de tri, on l'a analysé avec Najat au niveau du collège, mais en fait, il commence de plus en plus tôt. Et on commence à avoir des stratégies maintenant sur l'école élémentaire. Par exemple, on se rend compte que la qualité de l'école va peser sur le prix du foncier. Si vous avez une bonne école dans le quartier, votre appartement vaut plus cher. Alors ça, on le savait pour les lycées. Ça, on le savait pour le lycée, maintenant on le sait pour l'école, etc. Alors ce qu'a voulu faire Najat, c'est de dire changer le système de manière générale par une grande loi générale, j'y crois pas. Parce que quand Sarkozy a voulu assouplir la carte scolaire, ça a creusé les inégalités. Mais si vous rigidifiez la carte scolaire, ça les creuse parce que les gens trichent. Mais bon, c'est quand même pas simple. Donc elle a dit, on va là où les problèmes se posent le plus fortement et là où les acteurs sont prêts à jouer le jeu, on va fabriquer des établissements plus mixtes qu'ils n'étaient. Donc, c'est un petit programme, puisqu'il n'y a que 86 établissements qui ont été mobilisés. Par exemple... Les collèges. C'était les collèges. Le plus connu, c'est Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez Toulouse. Toulouse, le Mirail. Avait une cité au centre, a toujours une cité au centre, qui est le Mirail, et le collège du Mirail... C'était un indice de position sociale effondré, des performances scolaires effondrées, etc. Il a fallu convaincre les collèges alentours que recevoir, pardonnez-moi de parler comme ça, mais quelques petits arabes, ça allait pas foutre le bordel. Mais convaincre les parents, ça n'a pas été simple. Convaincre les profs, ça n'a pas été simple. Bon. Et convaincre les parents du Mirail que leur gamin avait intérêt à prendre le bus pour aller dans un collège différent,
ça n'a pas été simple. Vous racontez même qu'il y a eu des dispositifs de busing, un peu comme aux États-Unis, On a fait du buzzing. en Oui. transportant les enfants. Oui, le Mirail, c'est du buzzing. C'est-à-dire, on a pris des élèves du Mirail, on a pris des collèges aux alentours et on a dit, on va les dispatcher. Mais il a fallu convaincre les profs, les parents des bons collèges, les parents du collège des Mirail, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Enfin, la conviction, je n'ai jamais été ministre personnellement, mais la conviction de la ministre, c'était que c'est à ce niveau qu'il faut agir, parce qu'à un niveau supérieur, on a ce que les sociologues appellent des effets pervers. Les gens prennent les règles et les retournent et les transforment. Donc ça a été fait avec des conjonctures extrêmement particulières chaque fois. Quelquefois, le privé, surtout dans l'ouest de la France, le privé de l'ouest de la France est un peu différent du nôtre, parce qu'il y a une quasi-parité. Donc il est presque plus social. Privé-public. Il est beaucoup plus social, parce que, moi je me souviens avoir été rencontrer une fois les profs de tous les principaux de collège de l'Académie de Rennes, et je m'étais dit, comme j'ai quand même beaucoup de pif, je vais reconnaître les cathos et les autres. Mais je ne les ai pas reconnus parce que le catho n'est plus ce qu'il était. D'abord, les cathos sont plus cathos, mais indépendamment de ça, non, parce qu'ils jouent sur le même marché. C'est-à-dire que le collège Sainte-Marie dit, si je ne fais pas mon boulot, ils vont filer à Jules Ferry. Et le collège Jules Ferry dit, si je ne fais pas mon boulot, ils vont filer à Sainte-Marie. Donc, on a pu mobiliser le privé. Il y a des cas où le collège, il a été cassé. On a dit, ce collège ne peut pas s'en sortir. Il y a des cas où on a dit, on va ouvrir, c'est tout à fait délicat, des options dans ce collège populaire, telles que, alors il ne faut pas faire des classes, mais il faut faire des options, etc., telles que les élèves les meilleurs qui auraient fui vont avoir de bonnes raisons d'y rester. Donc il faut faire un peu de dentelle. Mais c'est très compliqué parce que ça suppose que l'administration joue le jeu. Bon. Ça suppose que les enseignants jouent le jeu. Et ça suppose que vous n'ayez pas, comme à Noisy-le-Grand, des parents qui font grève en disant nous. Parce que ça vous revenez sur cette expérience. Voilà, il y a des cas où les parents disent non, nous, on veut pas du tout. On est dans ce collège-là, on est dans cette école primaire-là qui est affectée à ce collège-là, on ne veut pas être affecté à ce collège-ci. Donc, si on veut construire de la mixité, il faut. Alors évidemment, il y a un problème urbain qui est considérable, bien sûr. Mais il faut avoir des politiques très, très précises, très ciblées, très volontaristes au plan local, en étant convaincu que la mixité, c'est bon, je dirais, pour le niveau des élèves, et que c'est bon pour la démocratie, d'une certaine manière, pour que des gamins aient une expérience commune avant que la vie les sépare. Alors, il faut préciser que le livre, qui a donc été écrit au printemps, publié au printemps 24, une des raisons, c'est ce qu'explique Najat Vallaud-Belkacem, et elle explique pourquoi elle s'est tournée vers vous, c'est que ces expériences entre 2015 et 2017 ont fait l'objet de travaux de recherche et d'évaluation, j'allais dire pratiquement en temps réel. Oui. Et qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'on ait les résultats des évaluations. Et ce qui l'a beaucoup surpris, Najat Vallaud-Belkacem, c'est que quand les évaluations de ces expérimentations sont sorties, personne n'en a parlé. Et c'est tombé quasiment dans une sorte de silence médiatique. Elle dit que les chercheurs, eux, ont publié leurs études dans des revues scientifiques, mais qu'il manque le côté, en quelque sorte, il manquait le côté grand public. C'est pour ça qu'elle s'est tournée vers vous pour, en quelque sorte, mettre en forme pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Comment vous expliquez que ces bonnes pratiques, comme on dit, qui étaient quand même très intéressantes, 80, c'est vrai que c'est pas énorme en valeur absolue sur le nombre de collèges en France, mais pourquoi si peu d'écho quand ça marche bien? Alors, je crois que... Alors, bon, d'abord, il faut être très prudent. Je veux dire, je ne parle pas au nom de Najat, il faut être très prudent. Je veux dire, c'est des expériences, c'est lourd, c'est compliqué, c'est long. Enfin, politiquement, c'est pas sexy. D'accord. Bon, alors quand même, il faut dire les choses. Bon, c'est efficace, mais bon... Ça a un coût? Ça coûtait cher? Ça coûte pas très cher. Non, ça coûte pas très cher. Ça coûte en tout cas beaucoup moins cher que le désastre des collèges.
qui sont d'ailleurs en REP plus, qui ont des moyens supplémentaires et dont toutes les évaluations montrent, dans le meilleur des cas, s'il y a ici des enseignants de REP, je leur présente mes excuses prétéritives, montrent que dans le meilleur des cas, on dit si on ne le faisait pas, ça serait pire. Voilà. Bon. Puisqu'il y a un médecin ici, vous voyez, c'est le genre de thérapie quand même qui ne pousse pas à l'enthousiasme. On vous dit, si on ne le faisait pas, ça serait pire. Mais on n'a jamais la preuve que ça marche. Donc, il faut faire très attention sur les moyens, ça dépend, etc. Mais surtout, le silence qui entoure ces questions vient de la nature du débat scolaire en France. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, grosso modo, le débat scolaire en France est un débat dont la pauvreté m'atterre. Voilà, pour dire les choses. D'un côté, vous avez la droite qui dit revenons à l'école de naguère, l'uniforme, l'autorité des maîtres, comme si ça se décrétait, l'autorité, enfin, bon, je veux dire, voilà. Y compris, ce débat est extrêmement pauvre, y compris quand il est tenu par des gens intelligents. Enfin, je veux dire, moi j'ai travaillé avec Valérie Pécresse quand elle était ministre de l'enseignement supérieur. Je veux dire que c'est quelque chose. C'est pas bon. Quand elle a été candidate, ce qu'elle disait sur l'école, c'était, enfin bon, c'était voilà bon. C'était le retour de l'autorité de la sélection, bon. Et la gauche, elle a un réflexe qui est appuyé sur les syndicats d'enseignants, qui consiste à dire ça marche pas, c'est clair, mais si on met plus de moyens pour continuer de la même manière, ça va finir par marcher, ce qui est plus sympa parce que je suis à gauche que le raisonnement de la droite, mais qui est aussi bête, enfin, d'une certaine manière, c'est-à-dire que si je mets des élèves très faibles ensemble, si je divise par, si j'enlève 3 élèves par classe en France, c'est des milliards. Hein, ça veut dire c'est pas, il y a des effets d'échelle qui sont tout à fait considérables. Bon, ça on reconnaît pas. Donc le débat scolaire est extraordinairement pauvre en France. Ce qui fait que quand vous faites des choses de ce style, vous avez très peu de chances que le Monde ou Libération ou le Figaro fassent quelque chose là-dessus. Enfin, je veux dire, ça apparaît comme invisible, dérisoire, etc. Or, les transformations se font les vraies transformations se font par ces petites choses. Voilà. Il y a aussi des problèmes annexes qui ne sont pas réglés, comme ceux du recrutement et de la formation des enseignants. Je veux dire, si vous continuez comme ça, alors la gauche dit par exemple, et je suis très d'accord avec ça, il faut les payer mieux. Ok, mais imaginez qu'en les payant mieux, vous allez régler la question du recrutement, c'est une blague absolue. Les Allemands payent 2 fois mieux leurs profs que les nôtres. Ils ont exactement les mêmes problèmes de recrutement parce que c'est un métier difficile, compliqué, épuisant, etc. Donc, si ce livre a été fait, c'est Najat qui en a eu l'initiative. Moi, voilà. Ma carrière est faite, comme dit l'autre, mais c'est pour démontrer qu'on peut agir, qu'on peut faire des choses, mais évidemment, vous n'apparaissez pas parce que ça ne se situe pas dans ce débat, le retour à l'école d'avant ou les moyens. Alors, il y a un point qui quand même fait débat, on le voit dans le livre, je crois que c'est au chapitre 5, vous l'avez titré « Pour une politique nationale ». Alors, est-ce que c'est une question qui est taboue, mais compte tenu de ce qu'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, je parlais de formidable usine. Bon, c'est un mastodonte. Hein, on voit bien avec sans doute une vraie difficulté à faire bouger les lignes. Hein. Est-ce qu'il est inenvisageable d'avoir une véritable décentralisation qui ferait que, par exemple, à l'échelle des régions, il y aurait une dévolution aux régions de la gestion du corps enseignant, avec une homogénéité de programme sans doute, mais est-ce que ça changerait les choses à votre avis, ça ? Alors,
je viens de publier un autre livre. C'est Ah ben voilà, parlons-en. Voilà, qui est paru ce mois-ci, qui porte là-dessus. D'accord. C'est un livre qui s'appelle L'emprise scolaire et qui montre comment l'emprise scolaire se retourne contre elle-même pour fabriquer tous ces mécanismes que je décris. Quand la ministre Najat dit qu'il faut une politique nationale, elle dit c'est quand même pour faire la politique qu'elle défend, elle dit il faut quand même une volonté du ministère. Il faut que le ministère dise aux recteurs vous vous en occupez, que les recteurs disent au DAZEN vous vous en occupez. Ça c'est de la déconcentration, c'est pas de la décentralisation. Non, c'est l'État. Ça c'est la déconcentration. C'est l'État qui dit en fonction des problèmes que vous avez dans tel endroit en Gironde, à Bordeaux, il faut s'occuper de ce collège, il est plus possible de laisser faire comme ça, etc. Ça, il faut une initiative. Mais ensuite, le type de solution, c'est pas le recteur qui le fixe. Le type de solution, c'est les profs, les parents, les établissements concernés, parce que chaque fois, évidemment, vous avez plusieurs établissements dans la boucle. Bon. Donc, ce que dit Najat et à laquelle je crois, c'est qu'il n'y a pas de solution nationale. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il doit y avoir une volonté politique pour faire ça, mais il n'y a pas un modèle national. Et quand vous dites ça en France, vous apparaissez pour un ultra-libéral fou. Ouais. Bon. Mais parce qu'on est malade. Voilà. C'est-à-dire, si vous dites ce collège va fonctionner comme ci et celui-là va fonctionner comme ça, on vous dit vous détricotez l'école de la République. Exactement. Tout le monde s'en fout par ailleurs, qui est un collège avec des gamins qui ont tous mention très bien, et un collège où personne ne sait lire, ça menace pas la République. Mais qui n'est pas exactement le même programme et le même mode de fonctionnement, là, la République ne saurait s'en remettre. Donc, et ça, c'est un imaginaire, mais dont vous n'imaginez pas, si je peux me permettre, la force. Bon. Il y a un chapitre que j'ai écrit, qui est le dernier, qui n'est pas exactement dans le livre, où moi, je pense qu'il faut développer l'autonomie des établissements. Je pense que les établissements doivent être capables d'avoir une politique plus autonome, sous réserve que le ministère, évidemment, s'assure que ça marche. Bon, si vous êtes autonome, vous êtes contrôlé. Ça va de soi. Tandis qu'en France, on est dans un système où vous appliquez les normes, et ensuite que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas vraiment un problème. Donc il faut renverser ça. On est le seul pays, à ma connaissance de pays comparables, dans lequel un ministère, dans le secondaire, vous forme et vous donne le titre d'enseignant et vous affecte à un endroit. Dans tous les pays sous-développés qui nous entourent, ce sont les établissements qui recrutent les enseignants. Ce qui fait que vous pouvez vous dire à un enseignant, tu viens travailler chez nous, mais chez nous c'est comme ça qu'on travaille, et ça te plaît ou ça te plaît pas. Tandis qu'en France, il est affecté là, ça lui plaît pas, il fait ce qu'il veut. Bon, de telle manière. La vie de couple, c'est pas rien. Je veux dire, pourquoi les gens ne passent pas les concours d'enseignants, c'est que si vous passez les concours de professeurs des écoles, ça va encore. Mais le concours de certifié du secondaire, moi j'avais plein d'étudiants qui passaient des concours, qui disaient attends, mais ma copine et moi, on va passer le concours, elle va être à Roubaix et moi à Villetaneuse. Donc non, on ne passe pas le concours. Et actuellement d'ailleurs, beaucoup de jeunes enseignants préfèrent être vacataires pour rester dans leur bled, etc. Bon, donc on a un tas de... Mais c'est des obstacles en réalité qui sont imaginaires. Ce que je dis là, pour quelqu'un de la France insoumise, c'est du Trump. Voilà. C'est par ailleurs ce que font les Allemands, les Suisses, les Suédois, les Danois, qui sont des gens qui sont des barbares. Voilà. Bon. Donc, tout ça, c'est extrêmement difficile. D'un côté, vous avez comment dirais-je, des mécanismes inégalitaires, mais de l'autre côté, vous avez des blocages politiques considérables. Alors, c'est très ambivalent parce que quand vous discutez avec les enseignants, il y en a peut-être dans cette salle, ils vous disent « je suis d'accord avec ce que vous dites ». Mais dans la salle des profs, je ne peux pas le dire. Vous voyez voilà. Ah, vous connaissez en sociologue voilà. ce que sont que les effets de cohorte. Voilà, c'est les effets, voilà. C'est qu'au fond, l'expérience personnelle et l'appartenance collective sont vaguement dissociées.
Mais c'est pas très différent à l'hôpital, c'est pas très différent. La fin du livre, c'est la fin du livre, page 122. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit. Vous faites référence à l'ardente obligation. Alors, c'est une expression gaulienne, hein, puisque c'était le général qui parlait du plan. Alors, en tous les cas, j'ai été étonné que ce soit Najat Vallaud-Belkacem qui l'écrive, parce qu'elle est bien trop jeune, contrairement à nous deux, pour avoir connu et entendu De Gaulle prononcer cette phrase. Vous parlez d'ardente obligation, en tous les cas, les deux auteurs, et vous dites, je vous cite, « Rappelons inlassablement que la République, ce n'est pas d'où l'on vient individuellement, mais où l'on va collectivement. » Une belle expression, ça. La mixité à l'école est le seul chemin à emprunter, car c'est la condition du progrès social collectif. En fait, pour parodier un récent ancien ministre de la question, l'école, c'est pas l'école qui est la mère des batailles, c'est la mixité scolaire qui est la mère des batailles. C'est aussi l'école qui est la mère des batailles. Alors, c'est une question un peu plus compliquée, si je peux me permettre. Parce qu'il y a la question de la mixité, de l'inégalité, qui est une question fondamentale. Mais il y a aussi... alors pardonnez-moi, je vais être un peu abstrait. Le problème de l'école, c'est qu'elle postule l'égalité des chances et qu'elle n'y parvient pas. Bon, d'où mixité, etc., tout ce qu'on essaie de faire. Mais le problème, c'est que comme elle le postule, ça a des effets sociaux considérables. En particulier, ça change complètement l'expérience des inégalités. Je m'explique. Dans l'ancien monde, je suis inégal parce que j'appartiens à un groupe qui est lui-même inégal, nous les paysans, nous les ouvriers, etc. Et je ne suis pas responsable de ma position. Ok ? C'est la faute au patron, c'est la faute au système, c'est la faute, etc. Dans le système d'égalité des chances, si je n'ai pas réussi, c'est de ma faute. Et je me sens méprisé, humilié, etc. Et alors je dis ça pour mettre un peu les pieds dans le plat parce que c'est quand même très important. Quand vous regardez l'électorat des années 80, grosso modo, vous avez un électorat de classe. Les ouvriers votent à gauche, les petits fonctionnaires votent à gauche, les paysans du Limousin votent à gauche, ceux de la Vendée votent à droite, les patrons votent à droite. Bon, c'est grosso modo la position de classe qui est établie. Aujourd'hui, c'est le diplôme. Ceux qui ont gagné et qui ne cessent de la ramener. Je suis sidéré par ça. J'ai fait l'ENA. Eh oh, calme. Bon. Qui ne cessent de la ramener, disent j'ai gagné, l'inégalité dont je bénéficie, je la mérite. Après tout, on s'en fout. C'est un peu ridicule, mais on s'en fout. Le problème, c'est que ceux qui ont perdu disent mon échec, je le mérite. Et je me sens humilié, et je me sens bafoué, et je me sens méprisé. Le sentiment de mépris aujourd'hui, si vous faites de la politique, c'est le sentiment, c'est l'émotion politique dominante. On me méprise. Les profs de fac sont méprisés, les paysans sont méprisés, les ouvriers sont méprisés. Les profs de fac méprisent leurs élèves. Moi-même, je suis assez méprisé, etc. Bon, parce que l'accès aux positions sociales est déterminé par le mérite des individus. Et alors ça a un effet politique considérable, c'est qu'aujourd'hui c'est le diplôme qui détermine le vote. Je sais qu'il ne faut pas parler de ça, mais quand même. Non, mais c'est le diplôme qui détermine les travaux de Fourquet sont très nets là-dessus, sur le vote RN, etc. Et donc, grosso modo, les vainqueurs vont voter centre, social-démocrate, écolo, voilà. Et les vaincus, Trump, Brexit, Le Pen, sous le mode du ressentiment. On est méprisé par tout ça. Donc, l'enjeu de l'égalité scolaire, c'est pas seulement une affaire de justice, c'est que ça a des conséquences politiques tout à fait considérables. Tout à fait considérables. Le ressentiment, ça nous ramène à des vieux auteurs, le ressentiment devient le moteur. Pour échapper à cette culpabilité qui est je suis, ce qui fait que moi, ma position aujourd'hui, c'est de dire
il faut que l'école, que l'école n'ait pas le monopole de la définition du mérite des individus. Voilà. Pour dire les choses simplement, le mérite scolaire, c'est bien, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder une société vivable sur l'idée qu'une institution a le monopole de la définition du mérite des individus. Et que donc, il faut que d'autres formes de mérite, le mérite professionnel, la capacité d'avoir des relations, etc., soient reconnues comme des formes de mérite. D'abord parce que socialement, c'est largement aussi utile que les diplômes. Je rappelle quand même ce très léger détail. Pour que l'hôpital marche bien, je parle sous le contrôle d'un médecin, il faut sans doute des médecins très compétents, mais il n'est pas inutile que les infirmières et les aides-soignantes le soient. C'est même peut-être plus difficile à obtenir. Bon, voilà, donc il faut changer cette perspective, parce qu'autrement, alors il y a une énorme littérature américaine et anglaise là-dessus, parce qu'ils sont en train de se dire, ce système devient fou à cause parce qu'une école, et c'est pour ça qu'elle éduque plus tellement l'école, parce que au fond elle est devenue une machine à trier. Et aujourd'hui, un gamin qui dit qui fait un choix dans un milieu de classe moyenne disciplinaire, on va lui dire, écoute, ça t'intéresse ou pas, mais tu fais des maths, hein. Parce que c'est ça qui paye, etc., etc. Donc, il y a aujourd'hui, je crois, non seulement, comment dirais-je, le fait qu'on ne parvient pas à réaliser l'égalité des chances, mais le fait qu'on mette en œuvre la machine à produire a lui-même des effets négatifs. On va terminer, mais voilà, toute dernière remarque, puis après on va laisser la parole à la salle, bien sûr. Alors, c'est de l'actualité très chaude. Je ne vais pas vous faire commenter la nouvelle ministre. Elle a eu bien du mérite. Elle a fait médecine, si j'ai bien compris, hein, Madame Anne Genetet. Mais vous allez voir, François, pourquoi j'aborde cette nomination. Je passe sur ce qu'on a entendu depuis samedi soir. Elle n'est pas du milieu, elle connaît pas, elle s'est pas intéressée à l'éducation, etc. Bon, il y a tout un tas de considérations diverses et variées là-dessus. Clémenceau disait qu'il fallait pas donner l'armée à un général ni la santé à un médecin. Bon, passons. Mais par contre, c'est anecdotique. Elle est élue députée des Français de l'étranger, à l'étranger, de la 11e circonscription. Et dedans, il y a Singapour. Et j'ai remarqué que dans les classements PISA, après avoir été assez fasciné par le modèle finlandais, il y a une espèce de modèle singapourien. Ce qui n'est pas bon signe. Qui apparaît. Est-ce qu'on peut dire quelque part que il y aurait un durcissement sur le modèle justement singapourien ou sud-coréen, parce que la Corée du Sud est aussi en tête des classements PISA. Alors tout ça est très compliqué, mais les classements PISA, j'y crois. Je veux dire, ils sont bien faits. Il n'y a pas vraiment de contestation technique des classements PISA. Pourquoi on était fasciné par la Finlande? Parce que les Finlandais avaient un haut niveau scolaire, avaient peu d'inégalités scolaires, enfin peu de valeur ajoutée d'école sur les inégalités scolaires parce que les inégalités sociales sont faibles en Finlande, et des élèves bien dans leur peau, sympathiques, confiants en eux, croyant dans les valeurs de la démocratie. Donc cette école, elle faisait monter le niveau et elle fabriquait des citoyens vertueux, comme aurait dit Montesquieu. Bon. Aujourd'hui, ce modèle fascine moins que le modèle Singapour. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que Singapour, c'est plus performant. Ils sont meilleurs en maths, ils sont meilleurs, etc. Sauf que c'est une école dans laquelle, moi, je n'ai plus d'enfants à scolariser, j'aurais pas mis mes enfants avec enthousiasme parce que c'est la double journée de classe, c'est l'école plus les cours particuliers, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un des effets sur lesquels on pourrait s'interroger, comme ici, il y a des gens, si j'en juge par la couleur des cheveux ou leur absence, il y a des gens qui doivent être grands-parents. Bon. Je suis moi-même grand-parent. Bon. Et je suis quand même très impressionné par le fait que mes petits-enfants ont des parents qui sont des coachs scolaires. Les loisirs, les fréquentations, les goûts, les écrans, c'est déterminé par le fait que c'est performant ou pas pour l'école. Jouer au football dans la rue, pas pensable. C'est-à-dire que, si vous voulez,
les modèles Singapour, Japon, etc., sont des modèles dans lesquels vous avez la mobilisation de l'école pour la réussite, plus la mobilisation obsessionnelle des familles pour la réussite. Évidemment, vous avez des taux de dépression chez les gosses, de crise, etc., etc. Donc, au fond, je vais parler comme un vieux machin. Hein, mais au fond, le bonheur des gosses, on s'en fout. On veut qu'ils soient des champions. Bon. Et moi, je préférais la Finlande, parce que la Finlande, ça faisait des champions qui n'étaient peut-être pas les meilleurs du monde, mais des gamins qui étaient contents d'aller à l'école et qui ne se sentaient pas humiliés. J'ai eu le privilège d'aller en Corée. C'est effrayant. Les gosses vont à l'école de 8h du matin à midi et ils repiquent de 14h à 18h pour faire leurs devoirs le soir et ça n'arrête pas parce que on a ce sentiment que tout se joue à l'école, mais pas en termes éducatifs. Tout se joue en termes de compétition, de performance, etc. Donc, ce sont des choix politiques très, 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 très importants. Alors, pourquoi on n'a pas intérêt à choisir ces modèles-là? Parce que l'argument que l'on avait, c'était la société de la connaissance. Si on a des gamins très, très performants, ils deviendront des acteurs économiques très performants. C'est la théorie de Gary Becker, du capital humain, etc. Et on est en train de déchanter un peu. Parce qu'on s'aperçoit qu'on fabrique des gens de plus en plus qualifiés, dans une économie qui est de moins en moins capable de les absorber, avec un sentiment de déclassement, et que les compétences attendues par ce qu'on appelle les soft skills, entendues par les entreprises, ne sont pas celles que valorise l'école. Donc, faisons très attention à ce genre de raisonnement. Alors, je ne sais pas si la ministre est une fan de Singapour. Attal en avait fait un peu des tonnes là-dessus. Ça ne me paraît pas véritablement un idéal souhaitable. De toute façon, compte tenu de l'espérance de vie qui est sans doute assez faible de ce ministère, le mal risque d'être assez court. Ben, je le regrette parce que je veux dire que Blanquer est resté 5 ans. Najat est resté 3 ans. L'espérance de vie des autres, c'était de 9 mois. C'est 5 ministres en 2 ans. Voilà, donc si on aime l'éducation nationale, ce ne serait pas plus mal que le ministre reste, fut-il Singapour-ophile. Merci beaucoup François Dubé, je pense qu'on peut applaudir François Dubé. Alors, je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Allez-y. Alors après. Bonsoir. Merci pour cette présentation brillante. Une idée ou plus par minute, c'était assez génial. Vous nous avez dit, je vais vous poser la question, c'est très bien de nous faire le bilan. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous nous avez dit plus d'autonomie, plus de mixité sociale, et puis quoi encore? Quel est le programme finalement? Où est la révolution des écoles pour à la fois que les jeunes soient plus heureux, qu'ils soient mieux formés, qu'ils soient plus prêts à aborder un avenir qui s'annonce compliqué? Comment vous voyez les choses? C'est très compliqué parce que évidemment on est menacé par le ridicule quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois fondamentalement qu'il faut mettre le paquet dans l'école élémentaire et le collège. Moi je crois qu'on est un pays quand même qui finance plus le lycée, nettement plus le lycée que le collège ou que l'école élémentaire. On est scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants d'immigrés à Sciences Po. On n'est pas du tout scandalisé par le fait qu'un enfant sur 4 qui rentre en 6e ne sache pas vraiment lire. Permettez-moi de vous dire que les conséquences des deux bilans ne sont pas exactement les mêmes. Donc, je crois que fondamentalement, il faut mettre le paquet sur l'école élémentaire, sur le collège.
Oui, sur la maternelle, etc. Bon, mais il faut mettre le paquet là-dessus. Alors sur la maternelle, c'est bien à condition que ça reste une maternelle. Bon. Or, la tendance est de faire de la maternelle la propédeutique du CP. Bon. Alors, si on va comme ça, bon, il faut pas exagérer dans cette tendance, si je peux me permettre. Mais non, je veux dire, je crois que la priorité, c'est l'école commune. Bon. Ce qui pose un problème, c'est d'abord celui de la formation des enseignants. Ma conviction, c'est que l'enseignement est un métier, et que métier, ça s'apprend comme dans une école professionnelle. Je prêche dans une impopularité totale pour que les gens qui veulent être enseignants soient recrutés tôt après le bac pour faire une formation professionnelle, c'est-à-dire académique et pédagogique, comme ça se fait dans tous ces pays sous-développés que j'évoquais tout à l'heure. Bon. Nous, on dit qu'il faut qu'ils soient des savants pour ensuite, au bout de quelques stages, se convertir. Imaginez qu'on dise, pour faire un médecin, il va se taper 5 ans de biologie, il fait deux stages à l'hôpital et roule. Non, les médecins, ça se forme. Un médecin, ça apprend son métier à l'hôpital. Point. C'est pas bon. Un ingénieur, c'est pas un physicien, un ingénieur. C'est un type qui apprend la physique pour faire des machines. C'est pour ça que les avions volent. C'est pour ça que les gens sont soignés à l'hôpital. Si on formait les pilotes et les médecins comme on forme les enseignants, on ne prendrait pas l'avion, on n'irait pas à l'hôpital. C'est clair. Non, mais je plaisante pas. Dans l'école de naguère, quand les enfants étaient triés, moi j'ai connu des profs qui n'étaient pas vraiment des savants, mais qui pouvaient rentrer en classe et dire « sortez vos cahiers, je dicte ». Et la salle dormait, dans une sorte de béatitude impatiente. Voilà, bon. Aujourd'hui, un prof qui dit « sortez vos cahiers, je dicte », il sort les pieds devant. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Donc, c'est un métier, ça s'apprend, etc. Je crois aussi qu'il y a un problème sur le temps scolaire. Nous avons perdu l'équivalent d'une année scolaire à l'école élémentaire. Nous avons perdu l'équivalent d'une année scolaire au collège. Le temps scolaire est un temps qui doit être allongé, pas simplement pour faire plus de maths, mais pour faire plus de choses à l'école, etc., etc. Donc, je crois que vraiment, ça, c'est fondamental. Sur le temps scolaire, je me permets de vous interrompre une seconde. Je vous ai entendu dire que dans un collège, alors pardon pour le terme, un collège bordélisé, où les profs doivent faire régner constamment la discipline, quand on compare avec un collège entre guillemets normal, c'est une année d'enseignement qui est perdue sur 4 ans de collège. C'est ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que dans un collège difficile, un prof, s'il y en a ici, ils le savent, pendant le premier quart d'heure, il dit sortez vos cahiers, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, etc. Dans le bon collège, il attaque son cours. Bon. Donc au final, en cumulé, vous dites les études montrent qu'on perd une année sur 4 ans. L'équivalent d'une année, oui. L'équivalent d'une année. À l'école élémentaire, on a perdu l'équivalent d'une année entre mois, si vous voulez, parce qu'il y avait le samedi, etc. Donc, et ça a créé beaucoup de tensions, etc. Donc, ça, le temps scolaire. Il y a aussi l'ouverture des établissements. Je veux dire, je serais le conseil départemental. Ça me rendrait malade de financer des établissements qui ferment le vendredi à 17h, où on ne peut pas avoir la répétition du groupe de rock, on ne peut pas avoir machin de théâtre parce que c'est pas possible, etc. Donc, l'établissement se vide en même temps. Je veux dire, l'établissement, ça pourrait être, je suis pas baba cool, mais un établissement pourrait être un lieu où on fait autre chose, etc., où les parents pourraient aller. Il y a des parents compétents. Pourquoi un parent compétent? Je sais pas moi. Imaginez un parent qui va faire de la réparation de scooters. Il fait un triomphe au collège. Il fait un triomphe. Mais il n'a pas le certificat, il n'est pas compétent, on n'a pas le matériel. Où va-t-on si les parents s'en mêlent, etc., etc. Donc, on a appauvri considérablement l'éducation. Donc, je crois que ça, c'est vraiment l'aspect fondamental. Ensuite, je crois qu'il faut multiplier les formes de mérite. C'est-à-dire qu'il faut que les gens apprennent dans l'école et en dehors de l'école, dans les entreprises, dans les associations. L'école est en train de mourir du fait qu'on lui demande tout. Et en France, c'est particulièrement prononcé, puisque vous savez aujourd'hui, si vous vous intéressez au collège, qu'il y a des éducations A.
qui n'en finissent pas. On fait des éducations à la tolérance, des éducations à la politesse, des éducations à l'obésité, des éducations, etc. Ça passe sur la tête des gamins, ça n'a pas l'ombre, on a les enquêtes de la queue d'un impact. Les gamins vous disent on a des profs vachement forts en droit de l'homme. Ce qui est ironique, je signale. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui, on n'apprend pas de manière catéchique. On apprend en ayant l'expérience des choses. Donc, je crois que oui, il y a une vraie révolution scolaire à faire qui consiste à ne pas tout demander à l'école, mais à exiger ce qu'on attend d'elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, en France, on n'en exige rien et on en attend à peu près tout. Voilà. Il y a une question, voilà, madame. Puis après, il y a monsieur qui a levé la main là-bas. Après. Donc, allez-y, merci madame. pour cette présentation. Moi, j'avais une question et justement là, vous avez donné une partie de la réponse sur le contenu. Et vous parlez par exemple de la mécanique. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Et vous parliez d'une société de connaissances. Mais en fait, de quelles connaissances on parle? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attarder un petit peu sur le contenu des enseignements, dans le sens où si on propose un certain type d'enseignement à destination de tous les élèves, finalement, il n'y aura qu'une partie et des fils d'eux, filles d'eux, etc., qui vont se retrouver énormément dans ces enseignements, alors que d'autres vont se sentir, là encore, une fois humiliés, comme vous dites, ou ne vont pas être contents de leurs enseignements. Et là, j'en viens, par exemple, à l'exemple, on a plein de jeunes, ici, notamment à Pessac, là où nous, on travaille, qui sont bilingues, mais ils vont être bilingues pas dans des langues telles que l'espagnol ou l'anglais, et du coup ça va pas du tout être valorisé, et en fait ils vont pas se sentir reconnus par l'école. Alors il faut bien comprendre, alors ça a un peu changé, j'ai tendance à être un peu caricatural, mais les programmes scolaires étaient traditionnellement, vous faisiez vos études pour aller au certificat d'études, et vous aviez une pédagogie très ennuyeuse que j'ai connue, répétitive. Vous faisiez l'histoire de France, et puis vous la refaisiez l'année suivante, vous faisiez la longueur des fleuves, et l'année suivante, la longueur des fleuves. Bon, il y avait peu de chances qui changent en plus. Ça ne changeait pas beaucoup, mais c'était l'idée que vous deviez sortir avec le package. Bon. Aujourd'hui, chaque enseignement est la propédeutique du suivant. Il faut que tu fasses ça en cinquième pour comprendre ce que tu feras en quatrième, il faut que tu fasses ça en quatrième pour comprendre ce que tu feras en troisième, en seconde, etc. Et en haut, il y a l'école normale supérieure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais... Bon, alors, je caricature. Mais je peux vous dire, quand j'ai commencé à travailler sur l'école, les programmes étaient faits comme ça. C'est-à-dire, le programme de maths, il était fait pour produire un matheux. Un matheux, il y en avait 1 sur 1000. Matheux. Donc, il était fait comme ça parce que les enseignants étaient fabriqués de cette manière. Donc, il y a aujourd'hui des grands débats sur le curriculum, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, je reste au niveau du collège, que sache un élève, bon ou pas bon, pour vivre normalement dans la société où il vit et pour comprendre ce qui lui arrive. Ce qui veut dire évidemment qu'il faut enseigner des rudiments d'économie, de droit, de toutes ces choses, alors que l'école républicaine d'autrefois d'ailleurs enseignait, c'est très troublant. L'autre jour, j'ai regardé le certificat d'études de 1900. C'est impressionnant, hein. Il y a des matières. C'est impressionnant, mais c'est surtout fait pour des paysans. On calcule des stères de bois, Exactement. On calcule des hectares, je comprends rien, on plante des arbres tous les 10 mètres, on nourrit des vaches, il y a des poules, des œufs. Bon, c'est pas si con. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus exactement ça qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait à l'école. On apprend pour accéder à l'année suivante avec des niveaux d'abstraction croissants. Donc, je crois, oui, qu'il faut revoir les curriculums. Ensuite, une fois que cette espèce de SMIG est acquis, ensuite, oui, mais vous aimez la physique, vous aimez les maths, Allez-y, vous allez-y. aimez, etc. vous parlez du SMIC, mais des connaissances. Mais encore une fois, là, on va juger une culture légitime et une culture illégitime. Or, vous comprenez bien dans ce que je dis que je suis favorable à la culture illégitime. Voilà. Enfin,
illégitime, ça dépend ce que je veux dire. Bon. Enfin, il faut quand même, je me permets de dire que la culture illégitime peut être aussi considérée comme illégitime par d'autres. Hein. Oui. Non, je dis bien pour ça parce que on a tendance parfois un peu à se. Mais je grossissais, sauf qu'en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule qui va être. Oui, mais. Et du coup, c'est là où est-ce qu'il manquerait pas de la mixité aussi dans les enseignements eux-mêmes. La question sur le multilinguisme posée par Madame est très intéressante. Oui, mais je veux dire qu'il faut. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise avec ces thèmes pédagogues. Je suis pas pédagogue. Je n'ai pas d'idée sur la manière dont il faut enseigner les maths. Je ne vois pas très bien. Mais je crois que aujourd'hui, il faut que les élèves fassent des choses. Or, quand on interroge les élèves, ils vous disent à l'école, on ne fait rien. À l'école, on apprend la leçon, on récite la leçon, on l'oublie pour faire de la place pour apprendre la leçon suivante, et ça continue de cette manière. Et on a des enquêtes qui sont là-dessus, si ça vous amusait, absolument terrifiantes. On demande à des gens qui ont passé le bac il y a 10 ans de quoi ils se souviennent. Et des questions très précises. Ils ont fait, moi j'ai dû faire 3 heures de physique par semaine entre la 6e et la terminale. On m'a demandé 10 ans après ce dont je me souvenais en physique, j'ai dû dire le petit bonhomme d'Ampère, voilà. Des centaines d'heures, il ne reste que ce dont on se sert. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. Il ne reste dont on se sert. Donc, je ne dis pas qu'il faut apprendre que des choses pratiques, mais il faudrait que les élèves fassent des choses. Et tout enseignant sait d'ailleurs que quand les élèves font des choses, évidemment, ça les mobilise. Il faut qu'ils écrivent. Si vous voulez qu'ils apprennent à écrire, il faut qu'ils écrivent, qu'il y ait des trucs d'écriture, de machin, de théâtre, de trucs là. Bon, moi je vois les ados autour de moi, ils lisent ils sont fans d'une littérature style Harry Potter, et ils font des dissertes sur Madame Bovary. Bon, je trouve que Madame Bovary c'est mieux que Harry Potter. Mais bon, quand vous reprenez le bilan 3 mois après, ils ne se rappellent même pas de qui est Madame Bovary, parce que c'était là, ça, pour avoir le brevet, etc. Donc, il faut faire très très attention aujourd'hui. Je ne veux pas être démagogue, parce que je crois qu'il faut... Je veux dire, les maths, c'est dur. Ça prend du temps. C'est compliqué. Mais si vous demandez à tout élève qui sort d'une classe de 3e, on lui dit tu achètes une maison 500 000 euros, tu empruntes 500 000 euros pour acheter ta maison à un taux de 5%, combien tu vas la payer sur 20 ans? Aucun ne peut vous le dire, et son prof non plus. Or, c'est des connaissances, excusez-moi, c'est des connaissances de base que tout citoyen qui veut... Il y a un monsieur qui est très sage là-bas, qui lève la main depuis un moment. Oui, on va lui donner la parole. Voilà. C'est un vieux ancien enseignant qui s'adresse à vous. Voilà, moi je pose une question par rapport à l'amélioration de l'école. C'est le rapport à établir au niveau des élèves, au niveau de la lecture. Je suis en train de lire un bouquin d'un neuroscientifique qui a écrit « Faites-les lire ». Alors, j'explique. Moi, j'étais dans une famille où il y avait 3 bouquins. Une bibliothèque, il y avait 3 bouquins de la famille. Vous avez une famille qui va avoir une bibliothèque normalement fournie. Alors, je n'en fais pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent. C'est comment dirais-je, un rapport donc à la lecture. Moi, il me paraît fondamental, et le monsieur le dit très bien dans son bouquin, c'est que tous les enfants qui accèdent jeunes à la lecture, tous améliorent leur savoir de façon fantastique. C'est-à-dire que ils lisent chez eux, ils ont des parents qui les font lire, ils ont une bibliothèque, etc. Ensuite, ils vont à l'école, mais le fait qu'ils lisent, ils accèdent plus facilement au contenu scientifique des savoirs. Donc, et au niveau du vocabulaire, enfin, je ne vais pas dire des bêtises, mais il y a des enfants qui arrivent au collège avec peut-être 3000 mots et d'autres qui en ont 10 000. Enfin, j'ai des chiffres au hasard. Hein. Peut-être c'est plus faible que ça. Ceux qui en ont le plus en ont pas 3000, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, d'accord, mais j'ai des chiffres au hasard, je ne les ai pas retenus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis, quand ils vont à l'école, ceux qui arrivent avec un
bagage de vocabulaire très important progressent beaucoup plus vite que les autres. Ça rejoint ce que dit M. Dubé. C'est là que se font les écarts sociaux, à mon avis. C'est-à-dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas une question d'argent, de revenus. C'est le rapport qu'ont les enfants à la lecture. Or, on rentre dans un monde où il y a un tsunami numérique. Et on sait tous que les enfants lisent de moins en moins. Alors, là aussi, il y a peut-être une égalité sociale de tous les enfants qui sont numériques et beaucoup d'enfants lisent moins qu'avant. Mais je pense que statistiquement, il y a une population qui, pour des raisons culturelles et économiques, lit plus, au niveau des enfants, je parle en bas âge, que les autres. À mon avis, c'est une raison de l'amplification des écarts sociaux et, au niveau de l'école. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement la majorité des enfants, quel que soit leur milieu d'origine, accèdent justement à ce savoir livresque très jeune? Ça sera la dernière question, François. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Alors, faisons très attention, parce que quand même, le milieu social, ça joue un rôle. Bon. On sait que si vos parents sont cadres, vous entrez au CP avec 800 mots de vocabulaire de plus que si vos parents sont ouvriers, et 1200 mots que si vos parents sont immigrés. Donc, alors, tout ça est très compliqué, parce que les sociologues raisonnent en moyenne. Et quand on raisonne en moyenne, on dit toujours des bêtises. Parce qu'il y a évidemment un tas d'enfants qui ne devraient pas réussir et qui sont formidables, parce qu'ils ont des parents. Moi, je me souviens, je faisais des topos aux élèves sur les inégalités sociales dans les lycées, et je leur expliquais les statistiques, le Bourdieu, vous savez, le capital culturel, etc. Ils étaient tétanisés. Parce que les gamins disaient, mes parents ne sont pas cadres, je suis foutu. Alors je leur disais, mais non, si tes parents ne sont pas cadres mais sympas, c'est quand même mieux que si tes parents sont cadres et idiots. Et tout de suite, je ressentais une sorte de soulagement chez les élèves, parce que, non, je veux dire, les déterminismes sociaux chazouent sur des collectifs, pas sur des individus. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, statistiquement, vous avez des chances de réussir, etc. Mais vous ne pouvez pas dire à tel individu, tu appartiens à telle catégorie statistique. On ne peut rien en dire. On peut rien en dire sur un individu. Ça, c'est très important. Alors, sur le rapport à la lecture, il y a des bonnes nouvelles. Les ados, les collégiens lisent beaucoup. Mais le problème, c'est que, moi, je me souviens d'être allé, je faisais une enquête dans un lycée qui était, c'est Magendie. Et une lycéenne me raconte que la prof de français rentre et leur dit, qu'est-ce que vous avez lu cet été? Et la gamine dit, j'ai lu, je ne sais pas moi, Harry Potter. Et la prof dit, non, je voulais dire lire. Bon, elle était populaire, la prof, vous imaginez. Bon, c'est-à-dire, vous avez aussi quand même, aujourd'hui, les ados lisent énormément de choses qui sont considérées comme de la non-lecture. Alors, moi, je répète, je suis favorable à Proust et je préfère lire Proust que Harry Potter, mais... Proust qui est très très lu au lycée, c'est connu. Oui. L'intrigue est tellement palpitante que les gamins ne se couchent pas. Voilà, donc il y a aussi quand même, c'est pas le désastre de lecture que l'on décrit, mais il y a une distance considérable entre la culture des jeunes et la culture scolaire. Ça c'est absolument clair, etc. Sur le thème des écrans, etc., ça, c'est... Alors, je ne sais pas quoi en penser, mais ma conviction, c'est que c'est une réforme, c'est une révolution aussi considérable que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, un gamin, n'importe quel gamin, au lycée ou au collège, accède à plus de connaissances s'il le souhaite, des connaissances discutables, critiquables, pas fiables, etc., par ces écrans que par le tableau noir. Je veux dire que quand j'étais à l'école, je vais raconter ma vie, mais quand j'étais à l'école, moi, pour comprendre comment le monde fonctionnait, j'avais le choix entre l'école ou l'école ou l'école. Bon. Je veux dire qu'aujourd'hui, un gamin de 15 ans, il a le choix entre l'école, des écrans, des réseaux, des machins, et donc l'école a perdu le monopole de la culture. C'est ça, il faut bien le comprendre. On peut dire que c'est tragique, on peut dire que c'est machin, mais c'est un fait. L'école n'a plus le monopole de la culture. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Moi, j'en sais rien. Je crois que ça mériterait que la question se pose.
de savoir ce qu'on fait de ça, parce que comment dirais-je, c'est acquis. Alors, je rappelle d'ailleurs pour l'anecdote que quand on a créé en France l'école républicaine, il y a eu aussi le développement des livres. Les gens commençaient à avoir des livres. Et la grande hantise de l'école républicaine, c'était que les élèves lisent. Et on disait qu'il ne fallait pas trop lire, qu'ils lisent pas trop, parce qu'ils allaient lire n'importe quoi. Sans compter le rapport aux bandes dessinées, sans compter le Ils rapport allaient aux BD, n'importe quoi. les BD qui n'étaient pas des livres. Hein. Les BD, quand j'étais jeune, c'était abject. Aujourd'hui, mes enfants qui ont beaucoup de diplômes lisent beaucoup de BD, trouvent que c'est quand même le sommet de la culture. Donc, faisons très très attention à ça. Mais il est évident aujourd'hui que vous avez, moi je l'avais vu à la fac, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu à la fac, par exemple, des élèves qui faisaient leur travail universitaire uniquement en étant sur Google et les sites, et je leur disais, mais c'est du plagiat. Il dit, ah non, c'est pas du plagiat. J'ai recopié ce qu'il y a dans Google, c'est pas du plagiat. Et je crois que malheureusement, c'est eux qui ont raison. Parce que cet accès direct fait partie des choses, et je sais pas, c'est pour ça que je crois que la formation des enseignants et des réflexions là-dessus sont indispensables. Autrement, l'école va se retrouver laminée. Voilà. Si ça peut donner une dernière information, vous savez qu'avec la mise en place de ce qu'on appelle le pass culture pour les jeunes, pour en avoir discuté avec le patron d'une grande librairie bordelaise qui est très connue avec certains sacs bleus, vous voyez, à qui je fais référence, à la fois je vous invite à aller voir, moi j'y mets jamais les pieds dans ce rayon, par hasard je suis rentré, le rayon manga qu'ils ont ouvert, qui est tout à fait étonnant, qui donne une autre ambiance par rapport à la librairie, mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est que Denis Mola m'a expliqué que certes, avec le pass jeune, les jeunes ont utilisé et ont acheté des mangas, mais le plus surprenant, c'est les recueils de poésie dont la vente a monté en flèche avec l'utilisation du pass jaune culture. Et ça, je vous donne, pour le coup, c'est pas des comportements individuels, c'est un comportement à l'échelle de la librairie Mola, et c'est assez intéressant. Alors, on va s'arrêter sur la poésie. Merci à tout le monde et à bientôt. Monsieur le maire. Tu veux dire un mot? De toute façon, on va passer un petit peu de temps ensemble. Il va dire un petit mot, monsieur le maire, un petit mot quand même. Je pense que... Bien, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai pas eu la chance que vous avez eue, j'ai pas pu assister à la conférence, mais moi j'ai une séance de rattrapage juste après, donc certains sans doute seront un peu jaloux de moi, mais moi j'aurais avoir un petit moment particulier avec Monsieur Dubé et avec nos animateurs de la soirée. Donc, écoutez, tout simplement pour souhaiter une fois de plus la bienvenue, chose que François a déjà faite il y a quelques instants, je pense, la bienvenue et notre plaisir de vous recevoir et notre grand intérêt à vous recevoir sur des sujets qui sont, alors bien sûr, en période de rentrée scolaire, un peu plus encore qu'à d'autres moments, mais l'éducation est un sujet à Pessac particulièrement que nous avons à cœur, et la municipalité que j'ai l'honneur de diriger considère qu'il n'y a pas de plus grande mission pour la commune. Alors je ne me placerai pas sur toutes les collectivités et tous les niveaux, mais pour la commune, il n'y a pas de plus grande mission que celle de l'éducation des plus jeunes. L'éducation, alors pas se substituer à l'éducation nationale, mais pouvoir contribuer à ce que l'éducation nationale puisse rendre le meilleur service possible pour pouvoir, bien sûr, instruire, donner de l'éducation, donner de l'instruction aux enfants, mais également leur donner des outils pour qu'ils deviennent des citoyens heureux, épanouis et au service de l'intérêt général, à travers notamment des engagements que nous avons sur la citoyenneté. On parle de la laïcité, vous en avez peut-être parlé, mais on parle de l'ensemble des valeurs que notre République porte, mais également des valeurs de développement durable, d'attention aux autres, de respect de l'ensemble du vivant. Demain, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, demain nos institutions, je ne sais pas si elle est là, non, et demain, je proposerai au conseil municipal que nous élisions une nouvelle adjointe en charge du respect du vivant. Et dans le vivant, il y a notamment le fait que nous puissions prêter attention à tout ce qui contribue à faire de notre vie quelque chose à la fois de plus beau et de plus durable. Mais je pense que l'éducation y est puissamment sollicitée. Merci à vous. Et nous vous